It's tea time! Let's go! Hey, salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gossip et aujourd'hui on va parler du phénomène des jumelles Olsen. Mary-Kate et Ashley Olsen sont nées le 13 juin 1986 en Californie. Leur mère s'appelle Janet et leur père Dave. Elles ont un frère aîné James Trent et une sœur cadette Elizabeth Chase que vous connaissez grâce au film Marvel et à la série WandaVision. Petit signe distinctif pour les différencier parce qu'elles se ressemblent vraiment comme deux gouttes d'eau. À l'âge adulte, Ashley sera plus grande de 3 cm par rapport à Mary-Kate, donc elle mesure 1m60 et Mary-Kate 1m57. Ashley est droitière et Mary-Kate est gauchère. À l'âge de 6 ou 8 mois, leur mère, de manière complètement hasardeuse, suite à une discussion qu'elle avait eue avec une amie, a entendu parler de quelqu'un qui cherchait des jumelles pour un nouveau sitcom. Du coup, elle a donné les photos de ces jumelles et elles ont été retenues pour auditionner pour la sitcom que vous connaissez tous, ou alors si vous ne la connaissez pas, c'était une sitcom très connue dans les années 80 qui s'appelle La fête à la maison. Hit it, dude! Parmi toute une brochette de jeunes comédiennes qui se sont présentées aux auditions, Mary-Kate et Ashley ont été apparemment les seules à ne pas avoir pleuré et c'est grâce à ça qu'elles ont décroché le rôle de Michelle Tanner dans La fête à la maison. Elle commence à tourner la série à l'âge de 13 mois et afin de se conformer aux lois sur le travail des enfants, la production ne peut en fait faire tourner que 20 minutes une des deux filles. Donc c'était pratique d'avoir des jumelles, comme ça on a une qui tourne 20 minutes, l'autre qui prend le relais pendant 20 minutes, donc elles peuvent faire 40 minutes de tournage, ce qui est plus arrangeant que s'ils avaient pris un enfant tout seul. Malheureusement, ça ne va pas se passer comme prévu, les filles vont quand même commencer à pleurer de plus en plus, surtout Ashley. Donc la première saison sera principalement jouée par Mary-Kate. Donc là les studios ABC ça commence un petit peu à leur taper sur le système parce qu'ils perdent du temps et le temps c'est de l'argent à Hollywood, n'est-ce pas? Tant et si bien que celui qui joue leur oncle JC dans la série, l'acteur John Stamos, en avait carrément marre des pleurs des filles. Il avait même demandé à la production de les virer. Et effectivement, après la première saison, ils ont fait des tests avec d'autres jumelles, mais ça le faisait pas. Du coup, ils ont rappelé les jumelles Olsen. Et afin de corriger ce petit problème des pleurs des filles, en fait, se sont rendus compte que c'était principalement quand leur mère était sur le plateau que les filles pleuraient. Mais oui, c'est quand même encore des bébés, des toutes petites filles. Donc forcément, quand elles voient leur mère, elles veulent aller dans ses bras, elles veulent des câlins, du coup elles sont agitées. Donc ils ont jugé qu'il était préférable que la mère disparaisse du plateau et ils ont remplacé sa présence par un coach slash nounou slash tuteur en la personne de Adria Later. Son rôle consistait donc à s'occuper des filles lors de leur déplacement sur le plateau, depuis également leur caravane où elles se faisaient maquiller, coiffer, habiller. Elle leur soufflait leurs répliques sur le plateau, elle leur donnait des cours, donc voilà, faisait un petit peu tout ce qu'aurait pu faire leur mère au final, mais c'était mieux que ça soit une étrangère, vous comprenez? Et si je dis ça de manière assez ironique, c'est parce que il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas du tout dans l'enfance qu'ont eu ces jeunes filles à travers les plateaux télé, mais ça je vais vous en parler en continuant l'histoire. Pendant les 7 premières saisons, seulement un seul nom était crédité au générique de La fête à la maison. On pouvait voir apparaître Mary-Kate Ashley Olsen, tout simplement parce que les producteurs ne voulaient pas que les téléspectateurs sachent que c'était deux jumelles qui jouaient le rôle de Michelle, et ils ont seulement révélé leurs identités au cours de la 8e et dernière saison. Donc 8 saisons, vous comprenez donc que les filles ont grandi sur le plateau de La fête à la maison. Elles ont fait leur premier pas sur le tournage. Quand elles ont perdu leurs dents, elles les ont pas perdues en même temps. Du coup, elles devaient porter soit des fausses dents, soit un dentier. Pas qu'on voit la différence. Enfin, ça, c'est un délire. Let me see, Mary-Kate's teeth. Uh-huh. Okay, that's one's missing. And Ashley, let me see your tooth. 2. 2 teeth. When you're on TV, That's like a the big fake fish? Tooth. That's a fake tooth. Oh.
elles ont dit leurs premiers mots, elles ont même appris à faire du vélo lors du tournage d'un épisode. D'ailleurs, on a même leur père qui disait que ça l'avait un peu chagriné parce que c'était des instants qu'elles auraient dû vivre en famille avec lui et leur mère, mais voilà, ça a été capturé par les caméras. Mais bon, ça n'a pas eu l'air non plus de plus les déranger que ça, parce que sachez qu'au tout début de la série, les jumelles gagnaient 4000 $ par épisode. Par la suite, les parents ont pris un avocat qui leur a conseillé que leur fille devait gagner beaucoup plus, elle commençait à devenir célèbre. Les téléspectateurs les voyaient grandir, enfin du moins le personnage de Michelle grandir. Tout le monde avait une fascination pour cette petite fille, c'était vraiment en fait le personnage de Michelle qui tenait la série, on va dire. You got it, dude. Donc il a renégocié le contrat pour eux et elles ont touché 25 000 $ par épisode pour en toucher 80 000 lors de la dernière saison. Donc c'est là où on comprend que finalement, à la fin de la première saison, voyant que ça se passait pas très bien, qu'ils voulaient même donc du coup, comme je vous ai dit, dégager les filles, la mère s'était posé la question, est-ce que vraiment je veux ça pour mes enfants? When you talk to somebody, if you put your hands up all over your face, then he can't see you and the cameraman can't see you. You don't want to do this, do you? I don't know if you can. Est-ce que c'est pas un tort de les faire grandir là-dedans et tout? Mais naturellement, avec l'arrivée du chèque, ça les a un petit peu calmés et ils ont donc laissé leur fille poursuivre les tournages. Et ça ne va pas s'arrêter là. Non, non, non. Pendant qu'elles étaient encore en tournage dans La Fête à la Maison, on a pu les voir apparaître dans 2 téléfilms. Sarah et Julie n'en font qu'à leur tête en 1992 et dans Double Jumelle, Double Problème en 1993. Et toujours sur les conseils de leur cher et tendre avocat, elles ont même créé, plutôt il a créé en leur nom une société de production à elles qui s'appelle Dual Star, qui est également dirigée par leur père, qui produira donc plusieurs programmes. De 1994 à 1997, on a pu les voir dans une série de jeux musicaux intitulée Les Aventures de Mary-Kate et Ashley. Elles ont sorti également une 2e série d'animation, You're Invited to Mary-Kate and Ashley's. Et cette société de production Dual Star a également fait d'elles les plus jeunes productrices de l'histoire d'Hollywood. Elles en sont devenues coprésidentes à leur majorité. Et cette prod qui était donc censée aider les filles à mieux choisir leurs projets, tout ça, voilà, on ne leur imposait plus rien en fait. C'était elles les patronnes. Ça me chagrine beaucoup de penser à des enfants en termes de patronne. Déjà il y a un truc qui va pas, mais toujours est-il que voilà, ils se sont fait grave du beurre sur leur dos. On a eu droit à des poupées, on a eu droit à des vêtements, on a eu droit à du shampoing, à des parfums Mary-Kate et Ashley Olsen. Mary-Kate and Ashley's adventures from the movie Getting There. Elles avaient même des magazines. Il y a eu une flopée de produits dérivés à leur effigie, une flopée de programmes télé, des disques, alors qu'elles ne chantent pas vraiment, enfin juste elles parlent. You don't know who you're talking to, 'cause we're identical, 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 identical twins. Je sais pas si vous imaginez du coup là le temps de travail en fait qu'elles fournissaient à leur plus jeune âge, parce que quand je vous disais qu'elles étaient censées travailler que 20 minutes, on n'a pas compté du coup là les interviews, parce qu'elles ont également été invitées sur des plateaux télé et personne n'a refusé, donc elles y sont allées, c'était également du temps de présence, sans compter comme je vous dis tous les clips musicaux, les téléfilms à côté. Enfin, à un moment donné, ces filles, c'était pas des enfants, c'était juste des machines à parler, à répéter. Je me demande à quel moment, en fait, le droit de l'enfant a été respecté. Bref, petit lot de consolation, on va dire. À 10 ans, elles étaient multimillionnaires. Est-ce que ça compte ou pas ? On verra ça plus tard. La Fête à la Maison se termine en 1995 et d'après l'entourage des jumelles, ça a été un coup dur pour elles parce qu'effectivement elles ont grandi avec cette série, donc elles ne l'auraient pas très bien pris et la même année, leurs parents ont divorcé après 18 ans de mariage. On peut quand même se dire que là c'est un événement assez traumatisant. Leur père a refait sa vie un an plus tard avec une autre femme, il a eu d'autres enfants, mais de toute manière les jumelles n'ont pas vraiment eu le temps de pleurer ou de réaliser ce qui se passait parce qu'il fallait que elles continuent à travailler. Elles ont donc enchaîné avec un film cinéma cette fois-ci, qui était leur premier, Papa j'ai une maman pour toi. Ensuite elles sont revenues à des films qui sont sortis directement en vidéo, donc on a eu Recherche maman désespérément en 98, Aventure à Paris en 99, une nouvelle série télé consacrée uniquement aux jumelles qui s'appelait Les Jumelles s'en mêlent. Seulement la sitcom n'a pas eu le succès escompté, du coup elle a été annulée au bout de seulement une saison
saison de 22 épisodes. Certains ont pu penser que c'était la fin du règne des jumelles Olsen, mais non, vous inquiétez pas, c'était très bien géré tout ça, hein, par les parents, par l'avocat, par tout le monde, hein. On avait quand même vu le filon dès le début, quoi, qu'il y avait de l'argent à se faire, quoi, fallait pas s'arrêter là, naturellement. Du coup, elles ont enchaîné avec 3 films, Liés par le secret en 2000, Destination Londres et Vacances sous les tropiques en 2001, toutes des productions destinées aux enfants. Et là, elles vont arriver dans l'adolescence. Mary-Kate et Ashley Olsen ont désormais 15 ans. Normalement, à 15 ans, on sort, on fait des petites sorties avec ses amis, on commence à s'intéresser aux copains, tout ça. Oui mais non, pas pour les jumelles Olsen. Oui, les garçons, ça les intéressait. D'ailleurs, lors des prochains films qu'elles tourneront, elles avaient quand même le droit de choisir quel garçon elles voulaient dans leur film. On leur a au moins accordé ça. Mais elles ont continué à travailler, donc les sorties, copines, tout ça, pas trop le temps, quoi. Ce sont des actrices. Elles ont donc enchaîné avec une série de comédies d'aventure qui s'appelle Route et Déroute, ainsi qu'une autre série Mary-Kate et Ashley. Et en 2001, elles ont lancé leur première ligne de vêtements et d'accessoires de beauté pour jeunes filles entre 4 et 14 ans. Ça a d'ailleurs été un franc succès. On a pu retrouver ces vêtements en vente dans la célèbre enseigne Walmart. En 2002, on a pu les voir dans un film qui s'appelait Un été à Rome. En 2003, elles sont revenues à la télévision pour un téléfilm qui s'appelle Le Défi. L'année suivante, en 2004, elles ont inauguré leur étoile sur le fameux Hollywood Boulevard, donc le Walk of Fame. Et à ce moment-là, on a estimé la fortune de Mary-Kate et Ashley à, tenez-vous bien, 137 millions de dollars. La même année, elles sont diplômées du lycée Campbell Hall School à Los Angeles. Et toujours cette année-là, quelques jours après leur 18e anniversaire, Mary-Kate a annoncé qu'elle avait des problèmes de dépression et d'anorexie. Et ce qui tombait très bien, en fait, c'est que vu qu'elle venait d'être diplômée et qu'elles allaient aller à l'université, il y avait environ 3 mois de vacances. Donc les parents se sont dit, ok, bon bah tu vas aller en clinique pendant 1 mois. C'est ce qui a été fait. Donc on l'a envoyée dans une clinique hyper select qui s'appelle le Cirque Lodge à Sundance dans l'Utah. Donc elle y est restée que 30 jours parce qu'il y avait également un film à tourner. On a pu les voir dans Une journée à New York, qui a été un film sur lequel apparemment, parce que je me méfie, est-ce que c'est vraiment elles qui le disent ou l'entourage qui leur dit de le dire, un échec commercial qu'elles ont un peu mal vécu parce que voilà, pour elles c'était un film un petit peu plus mature, bref ça a fait un bide. Et donc ça a été tourné à New York parce qu'elles ont intégré la Gallatin School of Individualized Study de l'université de New York. La même année on a pu voir d'ailleurs une interview très gênante avec Oprah. Oprah, on ne te remercie pas pour le coup parce que comme je vous disais, Mary-Kate avait donc avoué qu'elle avait des problèmes d'anorexie, malgré que certains disent qu'elle avait aussi des problèmes de drogue. J'ai vraiment, on disait, parce que moi je suis pas sûre du tout que c'était ça le problème. Je pense qu'elle était juste anorexique et dépressive, peut-être à cause de toute cette vie de fou, tout simplement. Et lors de cette interview, Oprah leur pose des questions, elles répondent assez sérieusement. Et à un moment donné, elle leur demande, en fait, c'est quoi votre taille? En fait, la nana n'a rien compris à ce que Mary-Kate était en train de vivre. C'est une question que j'ai trouvée hyper déplacée par rapport à ce qu'elle vivait. Bref, je vous laisse juger. What size are you, by the way? Size? Yeah, I always like to know. Sure. You're not sure? Girls and Oh, you know. that's so interesting. Concernant leur vie universitaire, malheureusement ça va pas très bien se passer. Il y a un jeune homme qui en fait a vendu des clichés de Mary-Kate en soirée où elle a l'air sur les photos un peu éméchée. Il les a vendus pour la modique somme de... Oh, je me souviens plus, je vous mettrai le chiffre là. Sympa le copain. Du coup, Mary-Kate, on lui a un petit peu collé l'image de la jumelle qui fait la fête, qui prend pas ses études au sérieux, patati patata. Du coup, voyant qu'en fait elle ne pouvait pas vraiment se fier à leur entourage, elle ne se sentait pas en sécurité sur le campus, eh bien elles ont décidé, d'abord Mary-Kate, de quitter l'université et plus tard suivra Ashley. New York Minute sera le dernier film où on verra les jumelles travailler ensemble. Ashley se retire complètement des plateaux télé, elle arrête ici sa carrière d'actrice. Concernant Mary-Kate, on la verra
vite fait dans la série Weeds, ainsi qu'une apparition dans Samantha Key, et son tout dernier film sera Sortilège, qui sortira en 2011. L'année suivante, en 2012, elle annonce également, comme sa sœur, arrêter définitivement sa carrière d'actrice. Elle refuse même en 2015 de participer au reboot de la série La Fête à la Maison. J'ai l'impression qu'avec l'oncle Jesse, ça va toujours pas, malgré certains qui disent que mais non, ils ont toujours gardé contact, c'est comme une seconde famille. Il y a quand même des rumeurs qui disent que, par exemple, elles n'ont pas été invitées à son mariage, à oncle Jesse, et qu'il a jamais pu de façon piffrer les jumelles. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais je suis là pour vous donner toutes les infos que j'ai pu trouver. Et là, faisons une petite parenthèse sur une interview intéressante qui a eu lieu en 2010, où Mary-Kate disait que quand elle regardait sa carrière, à elle et à sa sœur, elle dit qu'elles étaient des marionnettes. Quand elle regarde les anciennes photos d'elle, elle se retrouve pas du tout là-dedans, elle se reconnaît pas en fait, elle souhaite son enfance à personne, elle ne se sent pas du tout connectée aux photos qu'elle voit, comme si que c'était une autre vie ou d'autres personnes qui ont fait tout ça. Et c'est vrai que quand vous regardez tout ce que je vous ai dit, on les a fait jouer, on les a fait chanter, danser, se déguiser en tout et n'importe quoi, aller à des shows, présenter des cérémonies, même leur bal de promo, elles n'ont pas pu y assister parce qu'elles devaient présenter le Saturday Night Live. Pour moi, c'est une enfance volée, même si elles ont toujours eu un discours bien huilé lors des interviews, comme quoi qu'elles aimaient ça, que voilà, c'était leur truc, elles se voyaient pas faire autre chose. On en reparlera à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis et les conclusions que j'en ai tirées de leur histoire, parce que ça ne s'arrête pas là, l'histoire des jumelles Olsen. Les jumelles sont donc maintenant adultes, ça fait un petit moment qu'elles touchent à la mode, donc elles décident de se consacrer pleinement à leur ligne de vêtements. Et là, on va parler de leur marque The Row. C'est une ancienne idée qu'elles avaient eue en 2005 et en fait, c'est parti d'un truc tout bête. C'est Ashley qui a mis au défi Mary-Kate de créer le t-shirt parfait, c'est-à-dire le t-shirt qui irait à tout le monde, à n'importe quelle morphologie et à n'importe quel âge, de 16 à 60 ans. Elles ont testé différentes matières, différents tissus, différents motifs et c'est en fait cette idée de maîtresse qui a nourri tout l'univers de leur marque The Row. Pourquoi The Row? Parce qu'elles ne voulaient pas justement associer leur nom à cette marque. Donc en fait, quand elles l'ont lancé, les gens qui voyaient cette marque ne savaient pas en fait que c'était Ashley et Mary-Kate Olsen, les créatrices de cette marque. Elles voulaient vraiment être le plus discrète possible et être reconnues en tant que créatrices, donc que leurs pièces, que leur travail plaise sans que ce soit dû à leur succès, mais plus vraiment à leur travail, vous voyez. D'ailleurs, le magasin Barney's New York a acheté à ce moment-là donc toutes leurs premières collections et en 2006 elles se sont associées avec donc Walmart pour devenir les visages de la marque de haute couture Badgley Mischka et c'est donc en 2007 qu'elles ont créé The Row, donc leur propre ligne de vêtements, ainsi que Elizabeth & James. Oui, non pas qu'une marque de vêtements. Ça a été un succès pas qu'aux States mais dans le reste du monde. En 2008 elles ont publié un livre dans lequel on peut voir des entretiens qu'elles ont eu avec des designers et des photographes de mode. Et en 2009, elles lancent leur troisième ligne de vêtements, Olsen Boy. Ça ne s'arrête pas là. En 2011, elle s'associe à Toms pour créer des baskets pour les enfants sans chaussures dans plus de 20 pays. Donc une bonne action. D'ailleurs, elles sont assez philanthropes. Elles participent beaucoup à des œuvres de charité, caritatives. On ne sait pas exactement à qui elle donne de l'argent, mais voilà, préfère rester anonyme à ce sujet. Et le 7 avril 2011, elles annoncent également la sortie d'une nouvelle ligne de t-shirts exclusive mise en vente en ligne uniquement qui s'appelle Steel Mint. En 2012, elles deviennent les directrices artistiques de la marque de chaussures Superga et consécration le 4 juin 2012. Elles sont récompensées par le prix des créateurs de l'année catégorie mode féminine par le CFDA qui est l'équivalent des Oscars de la mode. Elles recevront d'ailleurs encore ce même prix en 2015 et en 2018 elles remportent le prix des créateurs de l'année pour les accessoires. Donc là on est sur Mary-Kate et Ashley qui sont donc devenus les gourous de la mode, validés par Anna Wintour, la grande prêtresse de la mode. Si vous avez vu Le Diable s'habille en Prada, vous avez compris. Mais il y a quand même eu quelques problèmes. En 2015, il y a eu un problème. Il y a une quarantaine de stagiaires
donc de leur marque de vêtements, qui se sont tous passés le mot pour traîner la marque en justice. Motif, des longues heures de travail non payées et la pression reçue par leur hiérarchie. Donc en fait, dans leur plainte, ils accusent leur hiérarchie de les avoir exploités, d'avoir bossé jusqu'à 50 heures par semaine sans avoir été payés. Il y en a une qui dit qu'elle faisait le boulot de 3 stagiaires en même temps. Elle déplore les conditions de travail en disant qu'il faisait au moins 38 degrés dehors. Ils crevaient de chaud, ils transpirent à mourir. Elle portait plus de 20 kilos de manteau et quand ils n'avaient rien à faire, on leur disait de trier les boutons par code couleur à l'arrière ou de faire le ménage. Elle n'avait pas le droit à une pause de 15 minutes et s'ajoutait à cela toutes les tâches ingrates du style faire le café, faire les photocopies, les courses des employés, bref, une pression qu'elle ne pouvait plus supporter. Enfin, je dis elle, mais il y avait aussi forcément des hommes dans les stagiaires. Pourquoi j'ai dit qu'elle? Bref. Certaines stagiaires pleuraient très souvent, même à ce qui paraît, sur leur lieu de travail parce qu'elles disent que leur boss était méchant. Ces accusations ont été niées par l'entreprise. Dual Star Entertainment Group, donc la société de production des jumelles, qui est donc la maison mère de la marque The Row, ont fourni un communiqué de presse à USA Today en niant tout, en disant que c'était une entreprise qui tenait à traiter tous ses employés justement et conformément à la loi. Les allégations exposées dans la plainte contre Dual Star sont infondées et Dual Star se défendra vigoureusement face aux plaignants au tribunal et non dans les médias. Et ce qui est assez gros quand même, c'est que je vous dis qu'elles ont été 40 à déposer une plainte au tribunal de Manhattan, sauf qu'il y avait quand même apparemment 185 stagiaires qui étaient impliqués dans l'affaire. De ce fait, en 2017, Mary-Kate et Ashley ont accepté de verser $530 à chacune, la somme prévue par la loi, plus le remboursement de frais de justice d'après le magazine Page 6. En tout, elles ont dû débourser $140 000. Je vais pas vous faire l'inventaire de tous les petits copains qu'elles ont pu avoir, on va faire les plus notables et les plus récents. On a Mary-Kate Olsen, qui moi ça m'avait choqué, a été mariée avec le demi-frère de notre ancien président Sarkozy, Olivier Sarkozy, de 17 ans son aîné. Ils s'étaient fiancés en mars 2014, mariés le 27 novembre 2015, faisant d'elle du coup la belle-mère des enfants d'Olivier Sarkozy, pour finalement divorcer le 25 janvier 2021. Au bout de 5 ans de mariage et 8 ans de vie commune. Il y a eu une rumeur comme quoi que, apparemment, elle serait sortie les 3 derniers mois avec Heath Ledger, l'acteur. Je dis les 3 derniers mois parce que c'est les 3 derniers mois avant son décès. Il y a eu apparemment une petite enquête de menée parce que c'est... Qui c'est qui l'avait trouvé déjà? C'était la masseuse qui avait trouvé Heath Ledger décédée et apparemment elle aurait contacté en premier Mary-Kate avant d'appeler le 911. Du coup Mary-Kate a été interrogée, on n'a pas vraiment su ce qui s'est passé derrière. Est-ce qu'ils étaient juste très bons amis ou est-ce qu'ils avaient entamé une relation? Ça n'a jamais été confirmé par Mary-Kate ni... Bon, Ledger ça risque pas. Donc voilà, c'était un peu flou cette histoire. Quant à Ashley, elle a quand même eu un beau palmarès, hein. On lui prête des idées avec Johnny Depp, Jared Leto, Lance Armstrong, mais depuis octobre 2017, elle est en couple avec un artiste américain, Louis Eisner. Et ce qui est assez bizarre quand on regarde la vie amoureuse des jumelles, c'est que dans les premiers temps, leur première relation, c'était des types qui avaient sensiblement leur âge, mais après elles ont quand même fréquenté des types beaucoup plus âgés qu'elles. Mais quand je vous dis beaucoup plus, c'est de 20 à 30 ans leurs aînés. Qu'est-ce que ça pourrait traduire de manière psychologique? Je ne sais pas du tout. C'est bizarre. Toujours est-il que Mary-Kate, à ma connaissance maintenant, est célibataire. Ashley, bon bah là pour le coup, son dernier amoureux, là, il a 2 ans de moins qu'elle. Donc je sais pas, peut-être qu'il y a un revirement, que sais-je. Et on a appris récemment que Ashley souffrait de la maladie de Lyme. Dorénavant, vous ne verrez jamais les sœurs Olsen sur les réseaux sociaux. Elles n'ont aucun compte nulle part. Il n'y a pas d'Instagram, pas de chaîne YouTube, pas de compte Twitter, rien, wallo, nada. On a juste pu voir un seul selfie posté sur le compte de Sephora le 13 avril 2016. En dehors de ça, elle fuit les paparazzi comme la peste. Elle s'exprime en public le moins possible. Elles sont vraiment à fond consacrées à leur carrière de styliste. Et d'ailleurs, j'ai un petit peu regardé The Row, exactement ce que c'était. C'est très joli, hein, mais jamais de ma vie je pourrais me payer ça. Enfin, c'est vraiment une marque de luxe
luxe quoi, c'est assez cher quand même. Mais ce qui est très intriguant surtout, c'est de voir qu'elles ont vraiment perdu le sourire au fil des années. Mais elles fascinent toujours autant. Personnellement, je trouve qu'elles dégagent une espèce de froideur hypnotisante, voire magnétique. Je ne sais pas s'il y a de la chirurgie esthétique dans l'histoire, parce que je trouve que Mary-Kate a énormément changé, quasi en peu de temps en fait. Je pense pas vraiment que les jumelles vieillissent en restant identiques, mais je trouve quand même que son visage a beaucoup changé par rapport à sa sœur Ashley. Après, est-ce que c'est tout ce qu'elle a eu, les problèmes d'anorexie, tout ça, je sais pas. En même temps, je me dis, Julie, ne sois pas naïve. Oui, il y a forcément eu la chirurgie, même si en soi, on s'en fout, elles font ce qu'elles veulent. Mais c'est vrai que Mary-Kate, je la trouve vraiment très changée. Je les trouve tristes, je les trouve effacées, je les trouve limite apeurées par la moindre caméra, tout ça, même si elles ont grandi, vécu avec, enfin, on va quand même pas se leurrer. On se rend quand même compte que dès qu'elles ont été majeures, elles ont arrêté leur carrière d'actrice pour se consacrer à ce qu'elles aimaient vraiment, à savoir la mode, parce que ça leur a plu très jeune. Mais si vous voulez, l'histoire des jumelles Olsen, là, je vous ai tout raconté, j'ai pas voulu faire une thématique spéciale dans cette vidéo, je voulais vraiment vous raconter toute leur vie, faire un condensé de tout, pour qu'on s'interroge ensemble sur quelques questions que je vous laisserai donc répondre en commentaire, à savoir, est-ce que les parents peuvent être tenus responsables de l'état actuel de leur fille? Alors quand je dis leur état actuel, un petit peu le fait qu'on ne les voit jamais sourire, alors est-ce que c'est un genre qu'elles se donnent ou est-ce qu'il y a vraiment un problème depuis longtemps? Et quand je dis ça, je pense forcément à l'anorexie, à la dépression de Mary-Kate. Est-ce que tout ça, ça a vraiment été sain pour des enfants de vivre, d'être élevés comme ça? Parce que tourner un sitcom, un sitcom, bref, c'est une chose, mais leur faire tout ce qu'il y avait autour, pour moi c'est beaucoup trop de pression, trop à cet âge-là. L'histoire des jumelles Olsen me fait vraiment beaucoup de peine, parce que quand je les vois toutes petites comme ça, à répéter, à faire des choses déjà fatigantes quand on est adulte, mais alors pour un enfant, vous voyez certaines scènes de répétition, elles arrêtent pas de se planter, elles reprennent, même pour un adulte c'est épuisant, c'est saoulant, alors pour des enfants, depuis toute petite. She means bloopers. Bloopers? She means bloopers. It's when we make a mistake. And we have some good... And we have... Bleepers? Blooper. Bleepers? She means bloopers. It's when we make a mistake. We have some good... Bleepers? She means bloopers. It's when you make a mistake. Watch Mary-Kate's And we have face. some good ones too. Tout le temps tout ça, je m'interroge. Est-ce que dans l'intimité, elles disaient à leurs proches, oui, on aime faire ça parce que c'était habitué à ce discours? Est-ce que même quelque part elles avaient peur de décevoir si elles disaient stop, non, on ne veut plus? Est-ce que les parents auraient dû tout stopper après la fête à la maison? Je sais pas si peut-être c'était une manière de se dire bon, elles gagnent tellement d'argent qu'au moins voilà, elles seront tranquilles quand elles seront grandes. Si elles veulent arrêter, elles arrêteront, mais là au moins elles sont à l'abri jusqu'à la fin de leur jour. Et une fois lancées dans la machine, est-ce que les parents se sont demandé à quel moment fallait arrêter, quand dire stop en fait? Plein de questions en fait que je me pose. Est-ce que tout le monde a pensé au fric? Est-ce que vraiment les jumelles se sont amusées? Et je vous laisse la parole dans les commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Je vous parle souvent d'enfants stars tels que Britney Spears, Amanda Bynes, tout ça. Mais alors elles ont pompon quoi, des bébés. C'est encore un niveau au-dessus là. Je pensais même qu'il y avait un type, s'il vous plaît, mais il faut vraiment être tordu, qui avait mis un compte à rebours sur le net jusqu'à leur majorité. Je crois qu'il avait mis ça en place à partir de leurs 12 ou leurs 14 ans, je sais plus. À savoir à quel moment on pourrait avoir des rapports avec elle. Bref. Et donc voilà, mais écoutez, on se quitte là, hein. Je pense que la vidéo fait 4 heures. Si la vidéo vous a plu, pour le coup, le petit pouce hein, et l'abonnement aussi, c'est juste en dessous, n'oubliez pas. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis à mardi pour le trait d'horreur et à dimanche prochain pour la prochaine vidéo gossip. Mouah. Bisous, ciao. Undercover on the beat, so twerk it, bitch. Like.